Je dois être quand même sacrément blanche là, non? Je crois bien que oui. Good morning mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est une vidéo qui va tourner sur le sujet de la grossesse. Si, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo. En plus vous avez été beaucoup à m'écrire, à me poser des questions en privé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tout rassembler en une vidéo, comme ça ce sera fait. Peut-être que je referai une FAQ vers la fin de ma grossesse, on verra comment ça se présente, si je peux, si j'en ai l'énergie. Dans ma story Instagram récemment je vous ai mis une FAQ pour que vous puissiez poser toutes vos questions concernant la grossesse, la maternité, comment j'envisage la parentalité plus tard, etc. Vous avez été quand même beaucoup à m'écrire des questions et tant mieux, je suis trop contente. Les questions sont juste ici. Bon, il y a du choix, il y a du taf. Je vais essayer de faire un peu le tour de tout ce que vous m'avez dit. Je vais essayer de rassembler les questions qui se ressemblent un petit peu. Bon allez, c'est parti parce que là, il y a du boulot. En attendant, je suis pas maquillée et j'ai fait exprès parce que je voulais me maquiller avec vous tout simplement. J'ai mon petit plateau à make-up ici. On va juste faire un petit make-up simple de tous les jours. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis très make-up, no make-up, donc on va pas s'embêter. Avec la grossesse, les symptômes se sont empirés ou est-ce qu'ils se sont tassés? Alors ça, c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà répondu, enfin en tout cas j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur l'annonce de la grossesse. J'en ai déjà aussi parlé sur Instagram, j'en avais fait plusieurs vidéos sur TikTok, mais je vais quand même revenir sur le sujet parce que j'ai vraiment envie d'insister sur ça, sur le fait que malheureusement, non, pour certaines femmes qui ont une grossesse, les symptômes restent, voire ils empirent, et c'est mon cas. Pour mon teint, j'utilise la Super Bébé de chez Herborian. C'est moi qui l'avais acheté, c'est un achat perso. En fait, le truc c'est que comme bébé grossit et comme l'utérus prend de plus en plus de place, bébé en fait pousse tous les organes qu'il y a autour et il suffit que vous ayez de l'endométriose ou que vous ayez un syndrome du côlon irritable ou que vous ayez des troubles digestifs ou des troubles urinaires au quotidien, que vraiment ça empire les choses. Et ça c'est un truc à laquelle j'avais vraiment envie d'appuyer dessus parce que très souvent les médecins vont vous dire que la grossesse atténue les symptômes d'endométriose, qu'il faut tomber enceinte pour guérir de l'endométriose, et c'est quelque chose qui est complètement faux. Alors je dis pas non plus que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Il y a certaines femmes qui ont de l'endométriose et qui ont vécu leur grossesse de façon très sereine parce que ça a tout simplement atténué leurs symptômes. Mais je pense que ça dépend surtout des atteintes d'endométriose que vous avez dans votre corps. Ça dépend de plein de choses en fait, ça dépend des femmes, ça dépend de nos atteintes, ça dépend des symptômes qu'on a. Moi pour le coup en tout cas, je souffre. Je souffre et je vois une réelle différence entre mes crises d'endométriose basiques et là pour le coup mes douleurs en étant enceinte. C'est vraiment quelque chose, hein, c'est vraiment un level. J'espère en tout cas que mes symptômes ne vont pas s'empirer après l'accouchement. C'est quelque chose que je redoute parce que j'avais eu pas mal de retours comme ça aussi de femmes qui souffrent encore plus après l'accouchement. Mais écoutez, on va pas se porter la poisse, hein. J'ai envie de vous dire, tant que bébé va bien, ça c'est principal. Après je pense qu'il doit quand même ressentir le fait que moi je vis pas très bien la grossesse et que je suis pas bien. Mais c'est vrai que de se dire que je souffre pas pour rien entre guillemets, dans le sens où il va y avoir une suite heureuse après ces douleurs, j'appréhende beaucoup moins les douleurs et que je les accepte beaucoup plus que comme si c'était une crise d'endométriose basique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que toutes les mamans qui me regardent et qui sont atteintes d'endométriose comprendront ce que je dis là. Physiquement c'est sûr que je souffre, mais mentalement en tout cas je me sens très bien. Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à m'écrire au quotidien, à me dire à chaque fois t'es trop rayonnante sur tes vidéos et tout, et vraiment merci, ça me fait trop plaisir parce que je peux pas rêver mieux comme compliment. Personnellement je le ressens pas forcément, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est changé, mais en tout cas vous le voyez, ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour et merci beaucoup. Pour le concealer, toujours chez Herborian, je pars sur la Super Bébé concealer. Pareil, c'est un achat perso, en ce moment je suis très influencée par Herborian. J'aime bien parce que pour le coup ces produits là, si vous voulez vraiment un make-up no make-up, partez sur ça parce que certes vous aurez pas une très grosse couvrance, mais ça fait toujours un effet quand même bonne mine je trouve. Moi personnellement j'adore. D'ailleurs on m'a posé la question comment t'arrives à gérer les troubles digestifs avec la grossesse. Je les gère très mal. On soit bien clair, je ne gère rien du tout. C'est atroce. Pour celles qui me suivent quand même assez activement sur Instagram, vous avez vu que la constipation en étant enceinte, c'est vraiment quelque chose. Alors déjà c'était un sacré level quand j'étais pas enceinte, hein, parce que de base je fais de la constipation chronique due à mon endométriose digestive. Mais alors là, l'endométriose digestive plus bébé, ça fait clairement pas bon ménage. Et le souci c'est qu'en fait, plus je fais de la constipation et plus ça me cause des douleurs à un point où je fais carrément des contractions. Et ça c'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Donc on surveille quand même ça de près avec la sage-femme. Un jour j'étais chez mes parents et j'étais en souffrance. Du coup on a consulté une sage-femme que je connaissais pas du tout à côté de Nîmes. Elle m'a prescrit pour la constipation un médicament qui s'appelle Lactulose. Je
je sais pas si vous connaissez. Et pour le coup c'est quand même assez efficace, je le prenais pas sur le long terme, je le prenais que quand j'en avais besoin, sauf que ça me détruisait le bide parce que je pense qu'il doit y avoir du coup, comme son nom le porte, du lactose, vu que ça s'appelle lactulose, ce qui fait que du coup là on est parti sur autre chose avec ma sage-femme, je sais plus ce que c'est le nom, mais entre temps j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et vous avez été pas mal à me conseiller plein d'autres choses. J'ai une copine à moi d'Instagram qui m'a d'ailleurs conseillé les compléments alimentaires à l'aloe vera pour aider à la digestion, donc je me dis ça peut être une bonne alternative. Dans tous les cas je vous dirai si jamais je teste un truc parce que je sais que ça c'est un sujet qui intéresse pas mal, je vous dirai, je vous ferai mes petits retours dessus sur la constipation. Voilà. Pour poudrer mon teint, j'ai cette poudre rose que j'ai achetée chez Normal. Écoutez, elle fait très bien le taf. Moi, je trouve que c'est très bien, ça coûte pas très cher en plus chez Normal. Je crois que c'est un dupe d'une poudre de chez Huda Beauty, je crois qu'ils ont fait récemment. Je sais plus si c'est Huda Beauty ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez pas dépenser des milliers de cents dans une poudre, je vous conseille large celle-là, elle fait très bien le taf. Ah, vous êtes des chippies quand même, certaines, hein. J'avais même pas vu que vous m'aviez posé cette question. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'était quoi le sexe, mais est-ce que vous croyez que je vais vous dire ça aussi facilement? Non, 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 je vais vous faire encore miroiter un peu, je suis désolée les petites dames. J'ai une idée en tête de comment je vais l'annoncer sur Instagram et sur TikTok avec une vidéo assez courte. Peut-être que je la repartagerai aussi par ici parce que je sais pas s'il y a des personnes qui me suivent que sur YouTube. D'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous souhaitez vous manifester, je suis grave intéressée, je veux trop savoir s'il y en a qui me suivent que sur YouTube et qui me connaissent que par cette voie-là. Mais en tout cas ouais, je compte faire une petite vidéo assez sympa, assez intimiste comme j'ai l'habitude de faire. Vous verrez, je vous laisse la surprise, vous verrez. Parce que ça sera peut-être mieux pour se maquiller, non? Quoi, je n'y ai pas pensé avant. Voilà, on est mieux. Ah oui, et juste pour vous prévenir, je compte poster la vidéo aux alentours du mois de novembre. Quand exactement, je sais pas. J'attendais juste en fait que mon ventre soit un peu plus gros. Bon déjà là, le bidou est quand même pas mal, mais j'avais envie d'avoir un bidou un peu plus gros pour pouvoir faire la vidéo, pour que ça soit quelque chose de sympa et tout. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête, mais bref. Ensuite, pour réchauffer mon teint de zombie, je vais prendre une petite poudre de chez Make Up by Mario. Elle est cassée. Sniff. Est-ce que tu as eu des saignements spotting avant de tomber enceinte? Alors absolument pas, je n'en ai eu aucun. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais fait un test de grossesse, c'est parce que je voyais que mes règles n'arrivaient pas. Et depuis le début de ma grossesse, je n'ai vraiment aucun saignement. Alors j'en ai juste eu un après un rapport, pour vous dire. Après un rapport, il peut y avoir des saignements qui sont pas très graves de façon générale. Du moment que ça dure pas, c'est pas très grave. Et moi, c'est quelque chose à laquelle je ne savais pas du tout. Et juste après un rapport, j'ai eu des saignements. On a commencé à flipper avec PA, je vous avoue, parce que c'était la première fois en fait que je voyais du sang dans ma culotte depuis plusieurs mois. Et finalement, ça a même pas duré 1 heure, je dirais. Enfin, les saignements étaient tout petits et dans la journée, j'ai revérifié plusieurs fois. Il y avait vraiment rien qui coulait. Donc sachez-le, parfois ça peut arriver qu'il y ait des saignements après un rapport. Mais du moment que ça dure pas, que vous avez pas des douleurs, etc., ça va. Mais si jamais dans le sens inverse, vous voyez que ces saignements durent et que vous avez mal, etc., bah là par contre, il faut consulter. Je brille sur le front. Je sais pas si ça se voit. Pour le blush, je prends un petit blush que j'ai reçu de la part de Kiko très récemment. Au bout de combien de temps tu as récupéré tes cycles après l'arrêt de la pilule et as-tu fait des tests de fertilité? Alors pour le coup, au moment où j'ai arrêté la pilule, bizarrement mes règles sont arrivées direct après et j'ai toujours eu des cycles réguliers. Un jour, j'avais consulté chez un gynécologue à Marseille qui m'a diagnostiqué mon adénomiose, mais ce même médecin m'avait dit que j'avais aussi un SOPK parce que j'avais des ovaires polykystiques. Sauf que, chose à savoir, une simple échographie ne permet pas de déterminer s'il y a un SOPK ou non. Il faut consulter un endocrinologue et lui demander à passer des examens supplémentaires, comme par exemple un bilan sanguin, etc., pour vérifier votre taux de testostérone dans votre corps. Et ça, c'est un critère qui est hyper important à savoir parce que très souvent les gynécologues diagnostiquent un SOPK sans vous passer ce genre d'examen et finalement vous vous retrouvez à vous dire que vous avez un SOPK alors que peut-être que non. Chez ce même gynécologue, je lui avais demandé justement à passer ces fameux examens de fertilité, qu'est-ce qu'il fallait faire pour savoir s'il n'y avait pas de risque pour plus tard. J'ai fait ça, il me semble, quand j'avais 23-24 ans. Maintenant j'en ai 26. Et celui-ci m'avait dit, vous allez juste faire une prise de sang pour vérifier votre taux d'AMH et on va voir ce que ça donne. Je fais donc ce bilan sanguin et il se trouve qu'en fait j'étais au-dessus de la norme, donc j'avais un taux qui était nickel et j'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram à ce moment-là, mais c'était il y a hyper longtemps. Et plusieurs d'entre vous m'avaient dit, ça peut être signe de SOPK, fais attention. Parfois un taux trop élevé d'AMH peut être signe
signes de SOPK dans le sens où oui certes il y a beaucoup d'ovocytes, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont en bonne santé entre guillemets, qu'ils sont forcément viables, donc fais gaffe à ça. Suite à ça, donc j'étais retournée voir mon gynécologue qui m'avait dit Oh bah vous avez un taux qui est nickel, franchement pas mal, vous inquiétez pas, vous avez pas de soucis à vous faire. et moi je lui avais dit à ce moment-là, ben vous m'avez diagnostiqué d'un SOPK, donc est-ce que ce taux d'AMH, enfin le fait qu'il soit aussi élevé, c'est pas signe de SOPK aussi? Et le gars m'avait répondu Ah bah si, peut-être. Bon bah écoutez, on verra bien par la suite, dans tous les cas il y a que en essayant que vous verrez. ça c'est le genre de réponse qu'on adore vous dire en médecine, enfin en gynécologie en tout cas, on adore vous dire, vous verrez quand vous essaierez. Donc mis à part ce bilan sanguin pour savoir mon taux d'AMH, je n'ai pas fait plus. Il est vrai que plus je voyais des médecins et plus on me disait bah là ma grande il va falloir que tu t'y mettes tôt parce que sinon tu vas pas y arriver, ça risque d'être compliqué pour vous avec votre endométriose, votre adenomiose. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai pas cherché à faire plus d'examens et je me suis dit bon bah de toute façon ça arrivera quand ça arrivera. J'ai pas envie de faire un enfant parce que ce sera trop tard, je le ferai quand je le ferai, puis voilà. Donc j'ai pas prêté forcément attention, j'ai arrêté la pilule pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi on ne s'est pas protégé, il y avait des risques quand même que je tombe enceinte, mais c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi que vous arrêtez la pilule, sans forcément être en essai bébé, parce que ça c'est aussi une question qu'on m'a posée si j'étais en essai bébé ou pas du tout, j'ai arrêté la pilule parce que j'en avais marre de souffrir sous pilule, donc j'ai arrêté la pilule, et en fait au bout d'1 an et demi où vous prenez pas la pilule, que vous êtes pas forcément en essai bébé mais que à chaque rapport que vous faites bah il se passe rien, vous vous dites à ce moment là bah en fait peut-être que ça va pas arriver, vous voyez. Donc c'est vrai que juste avant d'apprendre que j'étais enceinte, ben j'y pensais pas parce que je m'étais peut-être déjà faite à l'idée que ça n'arriverait pas, et c'était ok pour moi, c'était ok parce que tomber enceinte n'était pas forcément une fin en soi, c'est quelque chose à laquelle on avait pas mal discuté avec PA, et on se dit si ça n'arrive pas c'est pas grave, on trouvera le bonheur ailleurs. Et ouais en tout cas j'étais à 1000 lieues de me dire que j'allais tomber enceinte comme ça naturellement à 26 ans, vous voyez. Prochaine question, est-ce qu'il y a un suivi particulier ou un risque en plus quand on a de l'endométriose? Bah écoutez, moi personnellement je n'ai pas de suivi particulier, est-ce que c'est normal? Je n'en sais rien, mais en tout cas on m'a toujours dit, et même ma gynéco qui me suit pour l'endométriose m'a toujours dit, tant que la poche est faite et tant que bébé est bien à l'intérieur, mais en fait il n'y a pas de risque. Enfin moi en tout cas pour ma part il n'y en a pas, et je touche du singe pour que ça continue comme ça. Je pense aussi encore une fois que ça dépend des atteintes de chacune, parce que malheureusement le risque de fausse couche n'est pas zéro non plus. Il y a quand même des femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui malheureusement font des fausses couches, et je pense que c'est dû clairement aux atteintes d'endométriose qu'elles ont dans leur corps. Je pense que ça y joue énormément, mais en tout cas moi personnellement de mon côté on m'a toujours dit qu'il n'y aurait pas de risque et qu'il fallait pas que je m'inquiète par rapport à ça. Donc personnellement je reste dans une optique positive de me dire que tout va bien se passer. En fait ce qui m'embête énormément en ce moment c'est la constipation, c'est mes troubles digestifs. Pour le coup je suis suivie pour ça, mais pour le reste en tout cas mon gynécologue ne se fait pas de soucis par rapport à moi pour ça. Après pour le coup moi je suis tombée enceinte naturellement, et je pense que dans le cas de femmes qui ont fait des FIV ou qui sont passées par un parcours PMA etc, je pense que là pour le coup ça doit être un peu plus suivi quand même, ça doit être un peu plus encadré, et je pense que les médecins doivent faire en sorte que la grossesse aille le plus loin possible aussi, et que tout se passe bien pour que l'embryon reste viable jusqu'à la fin des 3 mois voire plus, vous voyez. Pour mes sourcils je prends un petit crayon qui vient de chez Benefit que j'ai acheté. D'habitude je préfère le format feutre pour mes sourcils parce que ça fait un effet encore plus naturel, mais là celui-là j'avais envie de le finir avant de racheter un feutre, donc voilà. Bah là vous voyez j'ai une question, c'est est-ce que vous étiez en projet bébé ou c'est le destin, c'est arrivé comme ça redonne espoir quand même. On n'était pas du tout en projet bébé, et oui on peut dire que pour le coup ben c'est le destin. Est-ce que tu vas allaiter? Alors ça c'est une question qui est revenue pas mal de fois, et pour le coup je ne saurais pas quoi vous répondre parce que actuellement là je n'en ai aucune idée. C'est pas un sujet à laquelle je suis fermée non plus, et je me suis tout simplement dit qu'on verrait que je verrai à la naissance. Ce qui est sûr c'est qu'en tout cas je vais tester, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de me mettre la pression non plus pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, que j'ai trop mal, il y a un souci avec bébé, qu'il arrive pas à bien allaiter, que si, que ça, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui peut se passer, faut que je me renseigne sur le sujet, mais si je vois que je me sens pas à l'aise avec ça, j'ai vraiment pas envie de me forcer, et on verra bien comment ça se passe. Dans l'idéal j'ai envie que ça fonctionne parce que j'ai envie de créer ce lien avec mon bébé, mais j'ai pas envie non plus de me créer une pression supplémentaire, et que le lien avec bébé je le créerai autrement, et que vraiment pour les femmes qui n'allaitent pas c'est clairement ok en fait. Pour fixer mes sourcils j'utilise ce petit gel de chez Benefit que j'avais eu en cadeau lors d'une journée Sephora. Je sais pas trop quoi en penser de ce produit, je sais pas si c'est le meilleur produit pour fixer les sourcils. En plus moi j'aime bien les mettre un peu vers le haut comme ça vous voyez, j'ai pas l'impression que ça fixe de ouf, mais pareil je suis dans l'optique de finir ce produit, et voilà on n'en parle plus. Est-ce que tu montreras le visage de ton bébé sur les réseaux?
vidéo. Alors ce qui est sûr et certain c'est qu'à l'accouchement, non, clairement non, parce que j'ai vraiment trop peur des gens. J'ai tellement peur des critiques sur mon bébé. Alors autant sur moi, je suis patiente avec ça. Les critiques sur mon physique, je peux faire clairement abstraction. Mais alors les critiques sur le physique, sur un trait de visage, etc. de mon bébé, mais alors là, vraiment, non. Parce qu'il y en a, hein, des gens qui sont comme ça, qui sont capables de critiquer le physique d'un bébé, hein. Ouais, je sais, c'est chaud, hein, c'est chaud quand même, mais ça existe, malheureusement, et je sais que moi, je peux très vite vriller si un jour j'en vois un. Et même quand il va grandir, en fait, je me pose vraiment la question. Pour le coup, je sais pas si je vais le montrer ou pas. En fait, je trouve que c'est quand même tentant de montrer son enfant sur les réseaux sociaux parce que t'as envie de le montrer, t'as envie de montrer à quel point il est beau parce que forcément, toi, tu le trouves magnifique. Il y a ce côté aussi où t'as envie de partager ton bonheur et il y a ce truc aussi où les gens ont envie de voir son visage pour voir à quoi il ressemble et tout parce que les gens sont curieux et ça, je le comprends totalement. Mais qu'est-ce que j'ai peur de ce qui peut arriver à mon enfant si jamais je le montre trop, si jamais on sait pas ce qui peut arriver, vous voyez, genre... En fait, si on expose nos enfants sur les réseaux sociaux, on n'est clairement pas à l'abri que un fou malade mette une photo de ton gosse sur un site pornographique ou sur un site pédophile. On n'est clairement pas à l'abri de ça et ça me fait extrêmement peur en fait. Je connais une femme chez qui c'est arrivé sur les réseaux et depuis du coup elle cache son enfant mais les vidéos restent, les photos restent dans tous les cas. Et ça je trouve ça juste horrible et j'ai clairement pas envie que ça arrive à mon bébé quoi. Non franchement je trouve que pour quelqu'un qui s'expose sur les réseaux sociaux ça peut très vite être dangereux et je sais pas, là pour être honnête avec vous c'est quelque chose à laquelle je pense énormément, à laquelle je me pose beaucoup de questions. Ce qui est sûr et certain en tout cas c'est que à l'accouchement et durant les premiers mois de sa vie vous ne verrez pas son visage. Bref désolée je parle trop mais sur mes yeux je vais venir mettre ce petit liquide là qui vient de chez Kiko que j'ai reçu il y a pas longtemps et c'est très sympa je trouve. C'est un petit pinceau comme ça que vous venez appliquer sur vos yeux directement. Je tapote, je frotte un petit peu et voilà. C'est vite fait mais c'est toujours le petit détail qui fait la différence. Penses-tu que ton contenu sur les réseaux va s'orienter plus sur ta vie de maman? J'ai envie de vous dire oui et non à la fois parce qu'il va falloir que je réussisse à trouver un juste milieu entre le contenu endométriose, maladie chronique, handicap invisible, etc. et le contenu maman, ma vie tous les jours, du contenu lifestyle, etc. comme je le fais depuis le début. Pour le mascara, je viens en utiliser deux. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais j'aime bien utiliser deux mascaras, un qui est un peu fin pour allonger les cils et un qui est un peu plus épais pour donner de la matière. Je viens d'abord mettre lui qui vient de chez Tweed, c'est une marque suédoise, et ensuite je viens mettre celui-ci de la marque Absolution que j'aime beaucoup aussi. Pour vous raconter un petit peu mon parcours sur Instagram, ça fait plus de 7 ans que je suis dessus et que je partage du contenu tous les jours sur ce réseau social. Et en fait j'ai commencé à poster des photos et des vidéos sur Instagram avant d'être diagnostiquée d'endométriose. Donc la base de ma communauté sont des personnes qui me suivaient pour ma personne, pour le contenu lifestyle que je faisais, pour mes petits make-up, mes petits contenus mode, etc. que j'aimais trop faire à l'époque. Et mon contenu ne ressemblait absolument pas à celui que je fais maintenant parce que je n'étais pas encore diagnostiquée de mes maladies chroniques et je ne parlais pas encore de mes problèmes de santé. Ensuite sont arrivés mes problèmes de santé et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler d'endométriose au moment où je me suis fait diagnostiquer. C'est au moment où je me suis fait opérer que mon contenu a vraiment pris une autre tournure et que j'ai vraiment commencé à parler de ce sujet quasiment tous les jours parce qu'au moment où je me suis fait opérer, j'ai très mal vécu mon opération. J'ai vécu un post-op vraiment très compliqué qui a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, je me sentais très mal physiquement comme mentalement. Pour vous dire ça remonte à avril 2021. Donc du coup, j'ai eu ce besoin de me livrer sur mon expérience, de raconter ce qui s'était passé avec mon opération pour voir s'il y avait des personnes qui avaient vécu la même chose et sur ce que je vivais au quotidien avec l'endométriose. Et la première fois que j'ai posté une vidéo pour parler de mon opération de l'endométriose sur TikTok, cette vidéo a explosé et j'ai eu énormément de retours de femmes qui m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou à ce moment-là de me dire ok, je suis pas toute seule. Mais d'un autre côté, je voyais tellement la souffrance des femmes dans les commentaires que je me suis dit mais il y a quelque chose à faire en fait. Il y a quelque chose à faire, il faut qu'on continue de parler de cette maladie parce que c'est clairement pas normal qu'on soit autant à vivre ça, qu'on souffre autant, qu'on soit pas autant écouté, qu'on se sente aussi seul. En fait, c'est clairement pas normal ce qui se passe. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me renseigner sur la maladie et à faire du contenu autour des maladies chroniques tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire aussi une communauté de personnes malades tout en gardant cette authenticité, cette honnêteté avec vous, ce côté lifestyle, mode et tout parce que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours eu envie de montrer que au-delà de la maladie, je suis autre chose
chose qu'une maladie, je ne suis pas qu'une simple maladie. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit mais à quoi va ressembler mon contenu maintenant? Et finalement, je me suis dit mais en fait, il va continuer de parler de ma vie tout simplement comme je le fais depuis le début. Certes maintenant parler de ma vie de maman, mais surtout ma vie de maman avec des maladies chroniques, avec un handicap invisible parce que je ne guéris pas de mes maladies chroniques en tombant enceinte, hein. Mes maladies chroniques resteront toujours là à vie. Et pour le coup, j'ai vraiment très hâte de la suite, de voir comment va se tourner mon contenu, comment il va évoluer. J'ai vraiment très hâte de voir l'évolution de mon contenu avec vous. Ça va être le contenu d'une jeune femme qui fait au mieux pour vivre en cohabitation avec ses maladies chroniques, mais aussi sa vie de famille avec son chéri, son bébé, ses chiens. Et voilà, ça y est, le soleil s'est couché, enfin en tout cas, il est parti derrière la colline qui est juste en face de chez moi. Du coup, je ne suis plus autant blanche et ensoleillée qu'en début de vidéo, mais ça tombe bien parce que j'ai fini le make-up. Je voulais juste rajouter cette petite huile à lèvres que j'ai reçue il y a pas longtemps de chez Jisoo. C'est une huile à lèvres rouge avec des paillettes, trop sympa Jisoo, je les adore. Regardez comme c'est classe, c'est pas beau ça? Très accordé à mes ongles. Oh! Bah c'est pigmenté ça, c'est pigmenté, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Ah ça sent bon, ça sent la cerise. Écoutez, très sympa, ça je valide. Il y a encore quelques questions à laquelle j'avais envie de répondre, je vais essayer d'y répondre vite fait, mais vous avez tellement posé des questions intéressantes que j'ai pas envie de vous laisser là de suite là. J'ai envie de rester avec vous encore un peu. Pour bébé printemps, qu'as-tu acheté? Des manches courtes ou des manches longues? Alors j'ai acheté un petit peu de manches longues pour sa naissance. Le terme est début mars, mais pas trop non plus parce que étant donné qu'on habite Nice et qu'on va pas encore déménager, que je vais accoucher à Nice du coup, les printemps ont tendance à être quand même assez chauds et c'est assez compliqué de s'habiller, je vous avoue. Je pense qu'après je vais partir sur des manches courtes parce que l'été va très vite arriver. Courant avril-mai, nous ici on est déjà en été quoi. Tu es à combien de semaines de grossesse? Alors ça c'est quelque chose que je préfère garder pour moi. Vous êtes énormément à me poser la question à chaque fois mais je préfère le garder pour moi, je suis désolée. Tout simplement pour me préserver au moment de l'accouchement et pour pas ne recevoir trop de messages quand je vais accoucher. Peut-être que ça va arriver, hein. Peut-être que je vais recevoir quand même beaucoup de messages de personnes qui vont me dire alors t'as accouché alors que non, mais j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ce truc assez envahissant et toxique, vous voyez, genre j'ai pas envie d'avoir cette pression des gens. Après je peux comprendre aussi ce genre de messages parce que pour la plupart c'est dit avec bienveillance, c'est juste que vous vous inquiétez etc. Mais je pense que pour toute femme c'est pas hyper facile cette période non plus, donc je préfère garder ça pour moi et j'espère que vous comprendrez. Je peux juste vous dire que là actuellement je suis à 5 mois de grossesse, mais je ne vous dirai pas le nombre de semaines. En tout cas, c'était très cool de faire cette vidéo et j'espère que ce type de format vous plaira. Si jamais ça vous plaît, on recommencera. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me parler de vos expériences aussi. J'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ah et non, attendez, j'ai un dernier truc. J'ai une dernière question d'une petite bichette que j'ai failli oublier, mais non, il faut que je réponde à ça. Un petit mot pour une femme comme moi atteinte d'endométriose et d'adénomiose qui rêve d'avoir un bébé. Tout simplement ne pas perdre espoir parce que tout est possible. Et clairement, je pense en être la preuve. Continuez à croire en vous, continuez de vibrer, continuez de rêver. Ne pensez pas que en ayant un diagnostic d'endométriose et d'adénomiose, notre vie est finie parce que ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas des maladies, nous sommes avant tout des femmes fortes qui vivent avec des maladies. C'est ça la différence. Dame endo et dame adéno n'ont qu'à bien se tenir en fait et garder espoir. Vraiment, si j'ai qu'un seul mot à dire, gardez espoir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.